une femme qui a sa marmite au feu. Mais ce qu'on doit mettre dans la marmite là, ça y est, ailleurs. Et chez eux, c'est comme ça. Ils ont les marmites au feu, c'est les usines. Mais ce qu'il faut mettre dans la marmite, là, ils sont obligés de venir chercher ici, par la force. Voilà. Et donc, vous voyez que si on leur dit, bon, nous aussi, on a maintenant nos propres marmites, et donc on ne vous donne plus ce que vous venez chercher par la force, mais il n'y aura plus de quoi mettre dans les marmites là-bas. Et s'il n'y a plus de quoi mettre dans les marmites, c'est la faim, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Ça, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que nous, on soit dans la faim, dans la pauvreté, dans le chômage, et ils prennent notre richesse pour aller alimenter leurs marmites. Et nous, quand on veut créer nos marmites, on dit non, non, vous n'avez pas le droit. Nous, on va créer là-bas, on va préparer, et puis on vous donne un peu, un peu. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, les Africains disent l'heure est venue pour qu'on ait nos propres marmites. Voilà. Et qu'on prépare pour nous-mêmes et que toutes nos richesses nourrissent les Africains et les rendent riches. Voilà la nouvelle orientation. C'est aussi simple que ça. Mais vous voyez que ce n'est pas facile. Parce que celui qui prend votre richesse, lui, il a des fusils. Il a des fusils. Vous n'avez pas de fusils. Et donc, dès lors que vous voulez créer vos marmites pour préparer vos propres matières premières, eh bien, on dit haut les mains. Si vous faites, on tire sur vous. Voilà la situation. Mais quand c'est comme ça, eh bien, en 2000, quand on a pris le pouvoir, c'est ce qui nous est arrivé. Hein. Quand Bobo a dit, bon, maintenant, le cacao, c'est pour les paysans, et que les paysans eux-mêmes doivent construire des usines pour faire du chocolat, on a dit haut les mains. Et donc, de 2002 jusqu'en 2010, on avait les mains en l'air et ils avaient les fusils contre nous. Et en 2010, ils sont venus nous enlever. Mais quand on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir? C'est ça le vrai problème. Mais on constate que ceux qui l'ont aidé à nous enlever, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont aidé la France à nous enlever, ceux-là se sont retirés de la France et ils ont même chassé la France. Maintenant, ceux qui se sont retirés, comme eux-mêmes ils veulent faire leur marmite, ils ont dit, bon, maintenant il nous faut aller chercher les médicaments contre les fusils. Il nous faut aller faire chercher les médicaments contre les fusils, comme ça, quand les Blancs nous tirent, ça ne nous rentre plus. Un peu comme les guerriers en dos. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés vers la Russie. Et puis, la Russie a dit, bon, moi, ce que je peux faire, c'est de vous protéger contre les balles françaises pour que vous soyez capables de vous développer en exploitant vous-même vos ressources et en créant vos propres marmites pour que vous deveniez de plus en plus riches. Voilà le chemin qu'ils ont pris. Et voilà comment ils se protègent aujourd'hui pour avancer. Mais évidemment, quand c'est comme ça, ça peut contaminer tous les autres pays africains, et notamment la Côte d'Ivoire qui constitue le plus gros réservoir de matières premières.
Donc vous voyez que en 2025, eh bien, la bataille, c'est entre ceux qui veulent toujours que ces gens qui sont venus par la force prendre nos richesses continuent de prendre et nous devenir pauvres, et ceux qui ne veulent plus de cette situation. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a que le PPACI de Laurent Gbagbo qui ne veut plus de cette situation. Donc vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas qu'il soit candidat. Voilà la seule raison. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas parce qu'il a cassé la BCAO, ce n'est pas parce qu'il a fait ceci, cela, ce n'est pas vrai. La seule raison, c'est qu'ils ne veulent pas que les richesses de la Côte d'Ivoire bénéficient d'abord à la Côte d'Ivoire et qu'en priorité, ça bénéficie à ceux qui nous ont colonisés. Voilà la seule raison. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que les élections de 2025 constituent un enjeu fondamental. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que Laurent Gbagbo ait son nom sur la liste électorale. C'est la bataille que nous avons. Et cette bataille-là, eh bien, c'est pour cela, vous voyez que progressivement, Laurent Gbagbo fait des tournées. Parce que nous, notre parti, on a décidé de mener la bataille de l'opinion. C'est-à-dire que on n'est pas là pour se battre sur le terrain politique avec des armes, mais avec des idées. Parce que la population ivoirienne doit comprendre pourquoi on se bat et que cette population-là puisse aller voter simplement, prendre un papier, mettre dans l'urne pour dire voilà la politique que nous voulons maintenant. Voilà. Et donc, c'est cette bataille d'opinion-là que nous sommes en train de faire, non seulement pour que Laurent Gbagbo ait son nom sur la liste électorale, mais que pendant la période de campagne, on puisse venir expliquer à tous les Ivoiriens ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons pour l'Afrique et quel est le nouvel ordre mondial que nous voulons. Voilà. Et si les Ivoiriens nous comprennent, nous suivent que c'est ça qui est la véritable cause de la pauvreté et du malheur du continent, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous votent pas. Et s'ils nous votent, cette fois-ci, comme on ne sera plus seul, eh bien, on pourra revendiquer notre victoire. Parce que Adama Diaïko disait, en Côte d'Ivoire, on peut gagner les élections et perdre les résultats. Et donc, cette fois-ci-là, ceux qui nous ont fait perdre les résultats sont devenus nos amis naturels parce qu'on a le même combat. Donc, ça veut dire que le combat que Laurent Gbagbo a commencé, eux, ils ont compris ça maintenant. Et toute l'Afrique a compris. Et comme toute l'Afrique a compris, ils ont commencé à bénéficier du combat que nous avons mené, mais avec des alliés qui les protègent. C'est pour cela que nous aussi, on doit tout faire pour faire comprendre, parce qu'on a menti tellement aux Ivoiriens. On les blague avec des histoires d'échangeurs, de routes, de grands travaux qui ont été faits pour les Ivoiriens. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nos richesses qui doivent nous nourrir et qui doivent nous rendre riches. Voilà ça. Maintenant, quand on flatte les Ivoiriens en disant on a fait des ponts, on a fait des routes, mais derrière ces ponts, qu'est-ce qui passe sur ces ponts-là? C'est nos richesses. Mais ça va où? Ça va loin de nous, et nous, on meurt de faim ici. Or, ce qu'on veut, c'est que sur ces routes-là, passent nos richesses pour aller dans nos marmites,
voilà, et que nos marmites nous permettent de nous enrichir. Voilà ce que nous voulons. Il ne s'agit pas uniquement de faire des routes. Et quelles routes? Aujourd'hui, on a 83 000 kilomètres de routes en Côte d'Ivoire. Sur les 83 000, il n'y a que 7 000 qui sont bitumées. Ça veut dire que toutes les pistes qui vont dans les plantations pour ramasser cette richesse-là, eh bien, sont encore dans la brousse. Et nos parents, pour survivre, sont obligés de prendre des vélos, marcher, traverser des rivières sans pont, alors qu'on dit qu'il y a des ponts partout maintenant en Côte d'Ivoire. Mais traverser des rivières sans pont, mettre souvent les sacs sur leur dos ou bien sur leur tête pour venir leur donner ça. Parce qu'on ne dit pas pour venir vendre, on vient leur donner. Puisque ce qu'ils nous donnent en retour, ça ne peut même pas nous nourrir. Donc on vient leur donner. Et on souffre pour venir leur donner, pour avoir un peu. Et ce peu-là, ça ne peut ni soigner les enfants, ni scolariser les enfants, ni nourrir la famille. Donc c'est cette souffrance-là qu'on ne veut plus. Maintenant, on veut qu'il y ait des ponts pour aller dans nos plantations, qu'il y ait des routes pour aller dans nos plantations et qu'il y ait des véhicules avec lesquels on puisse transporter ces produits-là et des machines pour travailler sans trop se fatiguer. Or ça, nous pouvons le faire pourvu que nous-mêmes nous soyons maîtres de nos richesses. Nous pouvons le faire. Et donc voilà un peu les enjeux. Et donc nous devons faire comprendre à nos parents que les élections qui arrivent là, eh bien il n'y a que le PPACI qui peut permettre de reprendre notre économie en main et qu'on puisse continuer notre développement. La question de la transparence électorale en Côte d'Ivoire est un enjeu central qui soulève plusieurs problématiques. La crédibilité des institutions, le poids de la communauté internationale et la véritable capacité de l'opposition à incarner un changement. L'idée de transparence électorale est séduisante en théorie, mais en pratique, elle dépend de nombreux facteurs. L'indépendance des institutions, le respect des règles démocratiques et l'acceptation des résultats par tous les acteurs. Or, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où les crises post-électorales ont souvent été violentes, cette transparence est régulièrement remise en cause. L'un des intervenants, celui en costume rouge de la vidéo, critique l'idée même que la transparence électorale puisse être un objectif non idéologique. En réalité, toute réforme électorale a des implications politiques profondes et influence directement la structure du pouvoir. Il est donc naïf de croire qu'une réforme électorale neutre puisse être la solution miracle aux tensions politiques du pays. L'un des points forts du débat soulevé dans la vidéo est la question du rôle des puissances étrangères en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, la politique ivoirienne est marquée par des influences extérieures, notamment françaises. L'intervention de la France dans la crise de 2010 à 2011, qui a contribué à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, en est un exemple frappant. L'intervenant en costume rouge semble dénoncer une forme de tutelle internationale qui limiterait les choix des électeurs ivoiriens. Cette critique est légitime, car de nombreux observateurs africains dénoncent une ingérence excessive dans les affaires politiques du continent. Toutefois, il faut aussi reconnaître que les régimes politiques africains, en raison de leur dépendance économique et diplomatique, restent en interaction avec ces puissances. La vraie question est donc: comment garantir un système électoral crédible sans tomber dans une instrumentalisation extérieure? Un autre point intéressant soulevé est la nature de l'alternance en Côte d'Ivoire. Il exprime un scepticisme quant à l'idée que le successeur de Ouattara puisse réellement incarner un changement. Il critique notamment Tidjane Thiam, en le présentant comme un homme du système, formaté par des institutions financières internationales. Cette critique est pertinente dans le sens où l'histoire politique de la Côte d'Ivoire montre que l'alternance ne signifie pas toujours un changement profond. En Afrique, de nombreux dirigeants issus de l'opposition finissent par adopter les mêmes pratiques que leurs prédécesseurs une fois au pouvoir.
La question est donc de savoir si l'alternance politique en Côte d'Ivoire permettra une réforme réelle ou si elle se limitera à un simple changement de leader sans impact significatif sur la gouvernance. L'intervenant critique également la stratégie de l'opposition, notamment celle de Simone Gbagbo et des autres leaders. Il estime qu'ils adoptent une approche trop conciliante et qu'ils ne proposent pas une alternative radicale à Ouattara. Cette critique soulève un vrai problème, l'unité et la crédibilité de l'opposition. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, l'opposition est souvent fragmentée, minée par des luttes de leadership et des visions divergentes. Cette division profite au pouvoir en place, qui peut ainsi affaiblir toute tentative de changement réel. Le débat sur la transparence électorale en Côte d'Ivoire ne peut être dissocié de la question du rapport de force. Si l'opposition veut réellement changer les choses, elle doit s'organiser, proposer une vision claire et mobiliser une base populaire solide. De son côté, la société civile a aussi un rôle à jouer pour exiger des réformes et éviter que les élections ne deviennent un simple jeu de dupes. En fin de compte, le problème n'est pas seulement de remplacer un dirigeant par un autre, mais de s'assurer que le processus électoral permette une véritable expression de la volonté du peuple. Tant que les institutions ne seront pas suffisamment indépendantes et que les acteurs politiques ne prendront pas en compte les aspirations des citoyens, la question de la transparence électorale restera une illusion.